Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Heureux de vous retrouver pour ce 7e numéro des EdTech Mondays UMOA, une initiative du Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard. Ici, nous parlons de l'importance de l'accessibilité des technologies éducatives dans les domaines de l'enseignement, l'apprentissage et la formation. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer le business de l'EdTech sur notre continent. Et pour enrichir notre discussion, nous avons réuni un panel d'experts de premier plan dans ce domaine qui partageront leur expérience, leurs défis et leur vision de l'avenir de l'EdTech. Je suis Alexis Lekogo, votre modérateur, Naomi Kofi-Kwaku est notre interprète en langue des signes et voici nos panélistes. Madame Mylène Flika, CEO de Irao. Irao est une plateforme qui propose des programmes éducatifs 100% pratiques pour les talents africains. Madame Awassar, directrice d'Etrilabs Sénégal. Etrilabs est un pôle d'innovation au service du développement qui propose un environnement et une infrastructure nécessaire pour l'éclosion de technologies de rupture en Afrique. Et Monsieur Stéphane Mancabo, CEO de Yellow App. Yellow App est une application mobile qui offre une expérience d'apprentissage en ligne moderne et interactive pour une préparation efficace au baccalauréat. Chers panélistes, merci d'avoir accepté cette invitation et c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau des EdTech Mondays UMOA. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci beaucoup Alexis de nous avoir invités. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de parler du sujet des business de l'EdTech qui est un sujet très complexe à craquer. Merci en tout cas. Entamons cette discussion, rappelons que cette émission est divisée en 3 parties. En fonction de chaque panéliste, nous allons vous poser des questions en fonction de vos domaines respectifs. Et on commence avec Madame Flika qui nous a rejoint en ligne. Madame Flika qui est le CEO de Irao et avec elle nous allons parler de l'importance des startups dans l'écosystème EdTech. Madame Flika, pourquoi, selon vous, est-il si crucial de promouvoir la participation des startups dans l'écosystème EdTech de la région UMOA et comment rendre le secteur attractif pour les entrepreneurs? Alors, c'est plutôt clair. Sans éducation, rien ne se fait. Si on sait que d'ici 2050, un travailleur sur 5 viendra de l'Afrique, on doit profiter de cette dividende démographique-là. Mais pour cela, on a besoin de beaucoup plus d'enseignants, on a besoin de beaucoup plus d'écoles, on a besoin de financement. Donc, quand on prend la région africaine, mais beaucoup plus particulièrement l'UEMOA, il y a un besoin urgent de moderniser notre système éducatif pour qu'on puisse rattraper notre retard face au reste du monde. Parce qu'on est en retard. Sur beaucoup de plans, on est véritablement en retard. Et encore plus sur l'éducation. Parce qu'on ne peut plus du tout compter sur une machine éducative qui est assez vieille, quand même. Ça fait quand même plusieurs siècles déjà qu'on enseigne de la même manière, avec les mêmes méthodes. Donc, il faut changer tout ça. Et la technologie est là pour ça. Et la technologie est encore plus là pour répondre aux besoin de travailleurs qualifiés dans les différents secteurs de notre économie. Encore plus, aujourd'hui, on parle de l'IA. Il y a un retard en fait qui se crée, il y a un retard qui s'accroît et on doit rattraper ce retard-là. Donc au final, la question est plutôt simple. Est-ce que nous sommes en mesure de produire de la ressource humaine éduquée et qualifiée pour les métiers d'aujourd'hui et de demain? C'est à cette question-là que les EdTech essayent de répondre et c'est à cette question-là justement que l'école et le système éducatif doivent répondre. Donc pour moi, quand on parle justement de l'EdTech, il ne faut pas tout simplement se dire qu'on doit donner des ordinateurs, qu'on doit juste mettre des cours sur un téléphone portable et c'est tout. Ce n'est pas juste rajouter des formations sur un ordinateur ou sur un téléphone portable pour dire que oui, voilà, on a fait de l'EdTech et donc la solution est réglée. Non, il faut également innover. Et quand je parle d'innovation, c'est sur la pédagogie. La pédagogie doit permettre en fait une éducation beaucoup plus interactive, beaucoup plus engageante. Par exemple, à Irao, l'interaction est au cœur de nos programmes. Sur notre plateforme, par exemple, tous ceux qui viennent suivre des programmes, suivre des cours, suivre des formations, ne sont pas tout simplement scotchés sur leur ordinateur à regarder quelqu'un leur parler au loin. Non, les participants interagissent entre eux. Ils appliquent directement ce qu'ils apprennent pour pouvoir avoir justement ces réelles compétences-là qui sont valorisées sur le marché. Donc, avoir du résultat et faire valoriser maintenant ces résultats-là auprès des entreprises ou pour avancer dans leur carrière. Donc, il ne s'agit pas seulement de
il ne s'agit pas seulement de l'accès, il s'agit également de la qualité de l'éducation que nous donnons et de la qualité de la pédagogie afin que justement les gens qui viennent et qui suivent comment on dit, qui suivent les cours ou bien qui utilisent les solutions d'EdTech puissent véritablement être transformés par ces solutions-là. Merci Madame Flika pour ces recommandations pertinentes. Et chers panélistes, quels enseignements pouvons-nous tirer de ces propos? Madame Flika a parlé de l'importance de l'innovation et de ne pas rater ce nouveau train technologique. Elle a parlé justement d'intelligence artificielle et surtout comment rendre ce secteur plus attractif, le secteur des EdTech sur notre continent. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est un train qu'on ne doit pas rater parce qu'avec l'intelligence artificielle, nous avons aujourd'hui la possibilité de personnaliser l'apprentissage, de proposer à chaque élève des exercices qui sont adaptés à leur niveau, qui va clairement augmenter leur performance. On doit aussi, quand on parle d'infrastructures numériques, on pense souvent à des ordinateurs. Il y a certaines solutions qui essaient d'offrir des ordinateurs à des étudiants, alors que je pense qu'il y a la plupart des élèves ou des étudiants ont des téléphones et on peut utiliser ces devices-là et s'adapter comme les solutions FinTech ont pu le faire dans leur secteur. Et Madame Sarr, qu'en pensez-vous? Moi, je rejoins Madame Flika et Monsieur Mancabo sur ce qu'ils ont dit, le fait qu'on doit rattraper le retard grâce au numérique et notamment à l'intelligence artificielle. Pour moi, le potentiel EdTech, le potentiel de la technologie dans l'éducation, c'est vraiment le fait qu'on puisse servir plus de monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir une jeune fille qui est dans une région reculée comme Sikasso, une région reculée de la Casamance ou d'un autre pays d'Afrique qui peut avoir accès à l'éducation. Donc non seulement, oui, rattraper notre retard, ça va nous aider, mais ça permet aussi de faire quasiment de la livraison au dernier kilomètre et de permettre de servir chaque enfant, chaque apprenant, où qu'il soit sur le territoire africain. Et c'est justement le cœur de ce programme, parler de l'accessibilité des technologies éducatives dans le domaine de l'éducation. Nous revenons à Madame Flika. Madame Flika, pour IRAO, qui est au cœur de l'écosystème start-up dans la zone UEMOA, comment stimuler maintenant la croissance des start-up dans le secteur de l'EdTech? Merci pour cette question. Alors, bien évidemment, on devrait faciliter l'accès au financement et offrir des incitations fiscales pour rendre le secteur beaucoup plus attractif. Mais c'est encore plus crucial d'améliorer l'infrastructure technologique. Quand on parle d'EdTech, on parle de tech. Donc, l'accès à l'électricité, à Internet à haut débit, c'est d'abord justement les basiques de la chose, de ce secteur-là. Et évidemment, on a tout le côté mettre en place des accélérateurs pour accélérer justement et soutenir la croissance des EdTech. Mais ce qui fera encore plus une grande différence, c'est promouvoir la collaboration entre les startups, les institutions gouvernementales et le privé. On a besoin que les solutions EdTech qui sont développées soient utilisées par une large partie de la population, mais surtout intégrées justement dans le système éducatif existant pour que les habitudes soient changées. Et donc, ici, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à créer ces champions de l'EdTech-là qui vont réussir réellement à se faire adopter et donc à créer un changement justement sur la population et sur l'économie par ricochet. Donc, tous les acteurs de l'écosystème doivent collaborer ensemble, que ce soit l'État, le secteur privé, les écoles, mais aussi les différents partenaires qui sont établis dans le secteur. Mais on ne doit pas aussi oublier le véritable enjeu. C'est pour ça que je reviens justement sur les basiques liées à l'accès à la technologie, donc l'accès à Internet, l'accès justement à l'électricité, pour que les étudiants, donc les jeunes Africains, les élèves et tout ça, puissent justement suivre les formations. Merci Madame Flika pour cet état des lieux précis des startups EdTech dans l'espace UEMOA. Nous avons parlé de difficultés au niveau des infrastructures, d'un manque d'accessibilité aux ressources premières telles que l'électricité et la connexion à Internet. Et Madame Flika est également revenue sur l'importance de la collaboration pour faciliter le développement des startups dans le secteur EdTech. Madame Sarr, qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait alignée avec ce qu'a dit Madame Flika. Ce que j'ajouterais, c'est que EdTech, de façon générale, c'est le parent pauvre. Quand on compare au FinTech, même quand on compare au HealthTech, il y a beaucoup plus d'investissements. Les entrepreneurs lèvent beaucoup plus d'argent en FinTech et en HealthTech qu'en EdTech. Et donc, ça n'aide pas. Voilà. En plus du fait qu'effectivement, il y a des problèmes structurels à régler, comme l'accès à l'électricité,
l'accès à certaines ressources. Et puis, effectivement, le fait qu'on ne se rende pas forcément compte que l'éducation, en fait, c'est transversal. C'est-à-dire que il ne s'agit pas juste, c'est pas une affaire juste d'éducation, d'enseignants ou de ministère de l'Éducation. Il y a la santé des apprenants. Il y a effectivement, on a parlé de l'électricité, donc on va avoir le ministère de l'Énergie qui va avoir un rôle à jouer là-dedans. On a tout ce qui va être infrastructure. On va avoir le ministère du numérique aussi. Et effectivement, tous les autres membres de l'écosystème, donc elle les a cités un peu, donc les structures d'appui à l'entrepreneuriat, les universités. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de défis. Les autres défis. Bon, nous peut-être en revenir sur tout à l'heure après, dans voilà. quelques instants. Mais je ne suis pas bien alignée avec ce qu'elle a dit de façon générale. Ouais. Monsieur Mancabo, alors comment faciliter cette éclosion des startups dans l'écosystème EdTech? Carrément, ce sera une collaboration, comme elle a dit, parce qu'il y a différents acteurs qui doivent intervenir pour une amélioration de l'écosystème, que ce soit l'État, que ce soit les startups qui sont dans le numérique, que ce soit l'école, les acteurs de l'école, les enseignants qui sont réticents à l'adoption en fait, des nouvelles technologies. Donc il y a un gros travail qu'on doit faire derrière avant de pouvoir espérer atteindre, on va dire, une maturité de l'écosystème. Mais au-delà de ça, on parle beaucoup des infrastructures numériques. OK, aujourd'hui, on n'est pas moins connecté en fait que l'Europe. Démographiquement, l'Afrique, notre population elle est quand même grande. Et nous utilisons en fait des téléphones. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse trouver une solution avec ces téléphones-là et ne pas forcément se baser sur l'ordinateur et vouloir se mettre la pression à donner beaucoup d'ordinateurs à des étudiants, alors que la plupart d'entre eux ont déjà un device qu'ils utilisent. Donc, trouver des solutions qui seront adaptées à nos réalités locales. Merci, chers panélistes, pour ces excellents retours. Et focalisons-nous maintenant sur le rôle des incubateurs et autres structures d'accompagnement dédiées aux entrepreneurs EdTech dans l'espace UEMOA avec Madame Awassar, directrice d'Etrilabs Sénégal. Madame Sarr, quel rôle spécifique joue Etrilabs dans le soutien et l'accompagnement des startups EdTech dans notre région et quelles sont les principales réussites que vous avez observées jusqu'à présent? Merci Alexis pour la question. Alors Etrilabs, c'est un hub d'innovation sociale. On accompagne les jeunes et les femmes à résoudre, à relever les défis, les challenges de leur communauté. On le fait au travers de plusieurs façons, je dirais, à travers plusieurs composantes, à savoir le genre et l'inclusion, la santé, l'entrepreneuriat et bien évidemment l'éducation. Donc comment est-ce qu'on le fait pour les entrepreneurs en EdTech? Des programmes d'accélération, donc permettre à ces personnes qui ont des idées de les transformer en entreprises, mais en entreprises viables. Donner des ressources. Donc nous, par exemple, on accueille les entrepreneurs, on a des bureaux, on a des espaces où ils peuvent travailler et mûrir leurs idées. Un accompagnement, je dirais, du coaching et du mentorat aussi pour leur permettre d'affiner leurs idées, de raffiner leur business model, leurs produits, de pouvoir aller sur le marché. Une autre façon aussi, c'est la création d'écosystèmes. On a parlé de l'importance de l'intégration de toutes les parties prenantes, donc réunir les acteurs de l'éducation, les acteurs gouvernementaux, les universités, les investisseurs aussi. Une autre façon, c'est de permettre à ces entrepreneurs d'avoir accès à des partenariats clés, de rencontrer des clients potentiels par exemple, et des partenaires commerciaux. Et enfin, l'appui à la levée de fonds. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Et donc, permettre à ces entrepreneurs-là d'être vraiment préparés pour aller lever des fonds auprès des investisseurs. Quel regard portez-vous sur cette initiative et des multiples mesures mises en place par Etrilabs? L'écosystème entrepreneurial francophone est encore assez jeune, mais comparé à l'écosystème anglophone. Mais je pense qu'on voit aujourd'hui de plus en plus d'incubateurs qui sont en train d'éclore, d'émerger. Et ces incubateurs-là offrent aux entrepreneurs une possibilité de pouvoir bien se structurer, de comprendre le marché local et de bénéficier en fait de subventions
Moi, j'ai eu la chance de participer à un programme d'incubation. Mais ce que je voulais relever, en fait, c'est de pouvoir faire, surtout par rapport à nous, notre domaine, d'avoir des incubateurs qui sont spécifiques à l'EdTech. Pourquoi? Parce que c'est différent des autres secteurs. Et pour avoir une viabilité financière dans ce secteur, ça demande énormément de métriques, beaucoup de recherches, et bénéficier en fait des feedbacks, des retours sur expérience de certains acteurs qui ont eu déjà la chance de le faire, c'est un grand bond en avant. L'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'EdTech est important parce qu'ils font face à de nombreux obstacles qu'il faut savoir relever. Madame Sarr, quels sont les défis les plus courants auxquels sont confrontés les startups EdTech que vous incubez et comment Etrilabs les aide-t-elle à les surmonter? Des défis, il y en a vraiment beaucoup. Je vais peut-être en citer 3 pour aller assez rapidement. Le premier, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc c'est l'accès au capital, donc permettre à ces entrepreneurs de rencontrer des investisseurs. Nous, comme on fait à Etrilabs, donc c'est de la préparation au pitch, la préparation à tout ce qui est relation avec l'investisseur, comment on les rencontre, comment on les attire, comment on structure ses finances par exemple et ses documents pour pouvoir parler avec des investisseurs, comment on les choisit aussi. Il faut savoir que les investisseurs, ça se choisit également. Un autre défi, dont on parle peut-être pas beaucoup, c'est la scalabilité, la croissance. Donc comment permettre à ces entrepreneurs, lorsqu'elles sont incubées, qu'elles démarrent, ce passage critique pour aller à l'échelle. Donc c'est quelque chose qu'on fait aussi également, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation. Le troisième, qui est un sujet assez sensible, mais qui est vraiment, je dirais pour moi, le principal obstacle, c'est les lenteurs, la bureaucratie et un écosystème réglementaire très peu favorable à l'innovation. C'est remarquable tous ces efforts que vous déployez pour soutenir ces jeunes entrepreneurs et les aider à atteindre leurs objectifs. Et on remarque que l'accès au financement est toujours une épine dans le pied de chaque jeune start-upper. Une expérience que vous avez sûrement vécue, Monsieur Mancabo. Vous avez développé une application mobile novatrice qui aide les élèves à préparer efficacement leur baccalauréat. Pouvez-vous partager votre expérience en tant que start-up dans la région UEMOA, en particulier en ce qui concerne les opportunités, mais aussi les défis? Yellow, c'est une application d'apprentissage par cours audio. Nous, notre mission, en fait, c'est d'aider les élèves et les étudiants à assimiler facilement leurs cours. Nous, on a commencé avec la classe terminale. On a pris tous les cours de la classe terminale qu'on a produits en fichier audio. Chaque cours, on a affilié des quiz, les épreuves du bac et leurs corrigées et les informations relatives aux examens et concours. L'un des problèmes que les bacheliers avaient, c'est qu'à la suite du bac, ils ne savaient pas où déposer les dates de délai, les dates de clôture. Donc on a centralisé toutes ces informations-là dans notre plateforme. C'est une plateforme qui existe maintenant depuis 1 an et aujourd'hui on est la première plateforme éducative la plus téléchargée sur les stores. Par rapport aux défis qu'on rencontre par rapport au financement, ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, à ses débuts, il ne sait pas vers qui s'orienter. Il ne sait pas, l'information ne passe pas. Il y a des incubateurs qui sont là, mais la plupart des entrepreneurs ne connaissent pas ces incubateurs. Donc moi, je pense que la première chose qu'un entrepreneur devrait faire, c'est d'aller à l'information, essayer de savoir qui sont les acteurs du marché, participer à des concours. Pour avoir un fonds d'amorçage, surtout quand tu es en early stage, d'avoir un fonds d'amorçage qui va te permettre d'entamer tes activités. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un incubateur et à la suite d'un concours qu'on a remporté, nous avons bénéficié d'une première subvention qui nous a permis aujourd'hui de continuer nos activités, de faire agrandir l'équipe, d'améliorer notre technologie. On en apprend davantage sur le développement de Yellow, qui rencontre un énorme succès sur les sites de téléchargement légaux, il faut préciser. Madame Sarr, selon vous, qu'est-ce qui justifie ce succès? Je dirais tout simplement qu'ils répondent à un besoin qui est là, un besoin qui est vraiment grand, flagrant. Et le succès de leur application, le fait qu'il y ait beaucoup de téléchargements, c'est juste une illustration du fait qu'ils sont en train de résoudre un problème qui n'était pas résolu jusqu'à présent. Et quel est le meilleur moyen d'accéder à un financement, Madame Sarr? C'est d'avoir une idée qui est solide,
d'avoir une bonne idée qui répond vraiment à un bon besoin. Comme l'a dit M. Mancabo, d'avoir un business model qui est viable. La particularité dans le EdTech, c'est qu'on est dans l'éducation. L'éducation, à la base, c'est gratuit, c'est une responsabilité de l'État. On se retrouve avec des opérateurs privés, donc des personnes comme vous et moi, qui innovent, qui veulent donner une solution à un problème qui, à la base, est du domaine de l'État. Et ensuite, on se retrouve dans une situation où on sert des personnes qui, elles, ne vont pas forcément payer. La boîte, elle doit être quand même soutenable. Voilà. Et donc, donc, quand il parle d'avoir le bon business model, c'est vraiment de cela dont il parle. Et c'est des choses sur lesquelles on doit travailler pour pouvoir… En fait, il y a plusieurs paramètres à respecter lorsqu'on monte une entreprise, lorsqu'on veut accéder au financement et lorsqu'on veut rendre son entreprise viable. Monsieur Mancabo, en tant que jeune start-upper dans le domaine de l'EdTech, pouvez-vous nous en dire plus sur vos stratégies pour avoir des financements et attirer des investisseurs dans un marché ultra compétitif? Ouais, donc nous avons adopté différentes stratégies pour pouvoir bénéficier de financement. La première, c'est le développement de partenariats stratégiques avec certaines structures qui ont pu apporter de la valeur ajoutée sur notre business. La deuxième, c'est la participation à des concours et à des incubations pour la structuration de notre business et pour pouvoir aussi bénéficier de fonds d'amorçage pour les premiers mois de nos activités. Et la troisième, c'est le développement en fait, de l'optimisation de la viabilité financière de notre boîte dans la recherche en fait, du bon modèle économique pour pouvoir payer les charges. Aujourd'hui, on vit de ça, même si ça ne nous permet pas totalement de sortir la tête de l'eau, mais ça nous permet quand même de pouvoir être sur le marché. Madame Sarr, qu'en est-il de votre avis sur ces mécanismes de financement et d'investissement? Je dirais qu'effectivement, les fonds d'amorçage, c'est assez critique pour les entrepreneurs qui sont dans la phase où la start-up de M. Mancabo est. Ça leur donne le temps de tester leur idée, ça leur donne le temps de parfaire leur business model, de pouvoir rentrer sur le marché de façon, je dirais, presque sereine, en tout cas. Et d'avoir ce financement qui, après, il ne faut pas l'oublier, que le premier financement de l'entreprise, c'est d'abord ce qu'elle va produire elle-même. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, les fonds d'amorçage. Avant de produire, il faut avoir une idée, il faut la mettre en place et ensuite il faut travailler dessus, rechercher du financement, des investissements et peut-être même intégrer un centre d'accompagnement ou un incubateur. Mais avant tout ça, quel conseil donneriez-vous à un jeune start-upper qui souhaite se lancer dans le secteur de l'EdTech? Conseil, c'est un grand mot. Je ne suis pas encore légitime pour donner des conseils, mais je vais plus donner des suggestions pour les start-upers qui sont en phase d'idéation. La compréhension du marché local, c'est quelque chose d'indispensable parce qu'on risque de se cogner. C'est un marché très, très complexe. On parle tout à l'heure d'infrastructures numériques qui ne sont pas… qu'il n'y a pas assez d'infrastructures numériques, la connectivité, il y a énormément de défis qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans ce marché. Être résilient. Les choses ne vont vraiment pas être faciles. Il faut aussi tout faire pour bénéficier d'un financement parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et on réfléchit beaucoup plus simplement avec l'argent. Madame Sarr, qu'en est-il de vos recommandations? Je dirais de ne pas oublier que dans EdTech, il y a Tech, mais il y a Ed aussi. Et donc, il ne suffit pas d'être vraiment uniquement dans la technologie pour créer une EdTech. Il faut surtout ne pas oublier les personnes qu'on sert. Pas oublier que c'est ça, hein, c'est éducation, donc c'est servir les apprenants, que ce soit les jeunes ou que ce soit les moins jeunes. L'idée, c'est de permettre à ces personnes d'avoir un accès à l'éducation. Et donc, quand on parle d'éducation, on parle de connaissances, de renforcement de capacités. Et donc, il faut que ces entrepreneurs soient aussi capables de penser à c'est quoi la science de l'apprentissage ou la science de l'éducation. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement de faire une plateforme de e-learning ou une autre type de solution, une application, mais surtout, est-ce que le produit que je vais créer va vraiment permettre à ces personnes d'augmenter leur niveau de connaissance? Donc ça, c'est extrêmement important. Merci à tous, chers panélistes, pour ce partage d'expériences, de réflexions profondes et de recommandations visant à améliorer l'écosystème start-up dans le domaine de l'EdTech. Et avant de nous quitter, un mot de la fin.
pour chacun d'entre vous. Et nous allons retrouver dans quelques instants Madame Mylène Flika, CEO de Irao. D'ici 50 ans, la population africaine va représenter la moitié de la population mondiale. Il y a un gros marché dans l'EdTech, même si le secteur n'a pas encore été totalement craqué. Donc j'appelle en fait les États, j'appelle les acteurs étatiques de pouvoir contribuer à ce travail qu'on est en train d'accomplir. Aussi, je suggérerais qu'on puisse former les professeurs pour qu'ils soient beaucoup plus aptes à assimiler en fait les outils numériques et à l'intégrer dans la formation pour une meilleure qualité d'apprentissage. Madame Sarr? Je dirais résilience, voilà. L'entrepreneuriat, c'est un long chemin, c'est sinueux. Les entrepreneurs, surtout dans l'éducation, parce qu'ils sont vraiment dans cette mission de service, à un moment, ils vont peut-être se demander pourquoi ils le font, à quoi bon, parce qu'on a parlé des défis, donc on a parlé des opportunités, mais on a beaucoup parlé des défis et des obstacles. Donc l'idée, ce serait vraiment, enfin, pour moi, de leur dire, soyez résilients, il y a tout un écosystème qui supporte les entrepreneurs, qui supporte les innovateurs dans l'éducation. Et voilà, juste soyez résilients. Et maintenant, retrouvons Madame Mylène Flika, CEO de Irao, qui nous a rejoint en ligne pour son mot de la fin. Le monde a besoin des talents africains. Nous avons un potentiel incomparable, mais rien de tout ça ne se fera sans l'éducation. Merci infiniment et c'est sur ces belles paroles que s'achève ce 7e numéro des EdTech Monday consacré au business de l'EdTech. Merci à tous pour votre participation et quant à nous, on se dit à la prochaine.